Je vais prendre un exemple qui est l'accord dit de modernisation du droit du travail. Il y avait une montée continue du nombre de contentieux prud'homaux et qu'il était sans doute plus pertinent pour tant les entreprises que pour les salariés de parvenir à un bon accord sur cette séparation. Cet accord dit de modernisation du travail a introduit un nouveau dispositif qui a été repris par la loi qui s'appelle la rupture conventionnelle. On constate qu'il est largement monté en puissance puisque nous devons en être à 7 ou 800 000 ruptures conventionnelles conclues depuis bientôt 4 ans. Le souci, c'est que cet outil est largement utilisé par les employeurs concernant les seniors, parce qu'ils considèrent toujours que parmi ces seniors, il y en a qui coûtent trop cher, qui ne sont plus suffisamment réactifs, rentables, performants, disponibles. Et donc, si on peut alléger la masse salariale et rééquilibrer la pyramide des âges, c'est pas plus mal d'en faire partir quelques-uns en rupture conventionnelle. Tout accord mérite d'être évalué dans le temps, de voir s'il reste pertinent, quelques mois ou quelques années après, s'il produit bien les effets escomptés, si on atteint bien les objectifs. Eh bien, c'est précisément ce que nous demandons concernant cette rupture conventionnelle. Le nouveau gouvernement ayant envie de mettre en place un contrat de génération, que on regarde s'il ne serait pas pertinent, lorsque on propose une rupture conventionnelle à un senior, si celui-ci ne pourrait pas entrer dans le dispositif précisément de ces contrats de génération. Pour parler de ce que l'on a fait tout au long du premier semestre 2011 pour encourager l'emploi des jeunes, l'insertion professionnelle des jeunes, en négociant et concluant 4 accords différents, qui ont été en fait 4 chapitres d'un ensemble concernant cet emploi des jeunes, mais qui traitaient à la fois des questions de logement, des questions d'accompagnement de mobilité, des questions de formation, y compris formation en alternance, et des parcours d'insertion dans l'emploi. Globalement, on est quand même sur une diminution constante des statistiques, des heures de grève, quelles que soient les entreprises et les branches dans notre pays, ce qui ne veut pas dire que le climat social s'améliore. C'est pas parce que les gens ne font pas grève qu'ils sont hyper motivés et performants dans leur emploi. C'est le rôle des organisations syndicales, des représentants des salariés, d'alerter les employeurs parce que nous sommes à l'écoute des salariés, parce que nous gagnons leur confiance, parce qu'ils se confient. Dans quelle mesure un syndicat peut s'occuper de ce type de problème qui finalement est complètement endogène à l'évolution de la société? Les représentants des salariés et les organisations syndicales sont ce que j'appellerais des garde-fous pour éviter à l'employeur de céder à une propension naturelle qui est de privilégier le court terme et, si je puis dire, la rentabilité immédiate. Ce serait peut-être bien quand même de voir non seulement comment réorienter davantage d'ingénieurs vers l'industrie, à l'heure où on parle beaucoup de réindustrialisation, mais aussi de voir comment respecter ces équilibres entre l'interne, les carrières déjà bien avancées dans l'entreprise et les jeunes frais ou nuls des grandes écoles. Quelles sont les mesures que la CFE-CGC s'apprête à soutenir pour s'opposer, ou bien nous en saurons plus après le sommet social à venir? Le nouveau quinquennat, incontestablement, l'actuel gouvernement prend beaucoup de précautions pour faire l'exact contraire dans la forme des prédécesseurs. Nous avons un vrai dossier sur ce que l'on appellerait la compétitivité de notre économie et des entreprises, sur les charges sociales. Et nous, CFE-CGC, nous prônons depuis de nombreuses années un transfert d'une partie de ces charges sociales, employeurs et salariés, vers la consommation. C'est ce que j'ai demandé au nom de la CFE-CGC à Jean-Marc Ayrault la semaine dernière, que nous nous remettions autour de la table dès le mois de septembre sur ce dossier retraite dans son ensemble. Parce que malheureusement, la dégradation de la conjoncture économique, le chômage qui augmente, la masse salariale qui augmente insuffisamment vite pour constituer les recettes qui accompagnent le niveau de croissance des dépenses liées aux retraites, qui est de l'ordre de 3-4% par an,
Dernier exemple en date, le coup de pouce au SMIC. Disons, c'est extrêmement sympathique. On a envie que les salaires augmentent, que tous les salaires augmentent. Parce que ce que nous vivons dans le monde du travail depuis un certain nombre d'années, c'est plutôt une pression sur les salaires et un tassement hiérarchique. Votre question est comment les syndicats peuvent-ils peser sur la rémunération en question, à notre sens, de deux façons. Nous demandons une voix délibérative au conseil d'administration des entreprises. On assiste à des administrateurs qui se retrouvent au sein de conseils d'administration de différents grands groupes du CAC 40. Et bien évidemment, tu ne vas pas m'ennuyer chez moi et je ne t'ennuierai pas chez toi. Et c'est ainsi qu'on est parti dans ce vertige de la rémunération d'un certain nombre de ces dirigeants. Et nous demandons à avoir accès, lorsqu'ils existent, à ces comités des rémunérations pour examiner de façon factuelle et objective la réalité des évolutions salariales dans l'entreprise. On demande simplement qu'il y ait homothétie entre la situation des salariés et celle de nos dirigeants. Deuxième façon, eh bien, le fait d'alerter suffisamment en amont les assemblées générales d'actionnaires, qui ont donc ce pouvoir de veto sur les rémunérations de ces dirigeants. Donc qu'est-ce que vous faites pour que les bonnes sonnettes soient tirées suffisamment à temps et que les sonneurs, les tireurs d'alarme, on va dire, ne soient pas sanctionnés comme ça arrive trop souvent en France? Je vous ai parlé tout à l'heure de ce que nous mettons en place, de la formation de nos militants, de PSIA, etc. Et que malgré cela, on n'arrive pas à identifier parfois suffisamment en amont, y compris dans des structures où nous sommes bien implantés. C'est pour cela que nous réclamons un vrai débat, une vraie négociation sur ce que l'on a finalement appelé la qualité du travail. Attaquons-nous au fait de corriger un certain nombre d'excès et de mécanismes à l'œuvre qui conduisent malheureusement à des situations très dégradées et parfois extrêmes. Et sur le faible taux de syndicalisation, en fait, il y a 7% et quelques, qu'est-ce qui fait que ça ne perce pas l'entreprise? Est-ce qu'on parviendra, est-ce qu'il y a des actions concrètes? Monter sensiblement le taux de syndicalisation, il y a plusieurs aspects. Je commence par rappeler qu'il est encore très ancré dans l'esprit de beaucoup de chefs d'entreprise le fait que les organisations syndicales, le dialogue social, certes il y a des obligations légales, mais ça coûte cher. Et on a souvent entendu, il ne faut pas introduire le loup dans la bergerie. Les chefs d'entreprise ont la plupart du temps une stratégie économique, financière, commerciale, technique, industrielle, et non pas, pour l'immense majorité d'entre eux, de stratégie sociale. Donc il faut déjà arriver à les convaincre de cela. Trop souvent par le passé, dans nombre de cas, s'engager dans un mandat représentatif personnel dans une organisation syndicale, c'était synonyme de mise entre parenthèses de la carrière. On pouvait faire une croix, ce coup on voyait son évolution salariale et professionnelle dans ces panorama plats. Nous considérons que, au contraire, c'est un plus dans un cursus personnel et professionnel. Il y a du plus dans cet engagement et ces échanges qui peuvent être valorisés en entreprise et qui peuvent servir aux entreprises dans leur fonctionnement quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'aboutir qui est plus grande quand on a un gouvernement de gauche qui est censé représenter certaines idées? Est-ce que ça n'incite pas à aller plus vers à aboutir dans les négociations? Est-ce qu'on n'adoucit pas aussi certaines revendications? Pas forcément. Le gouvernement de gauche est réputé avoir plein de bonnes intentions vis-à-vis du monde du travail, mais il ne sait pas forcément s'y prendre de manière plus pertinente, plus pragmatique et plus efficace. Exemple, les 35 heures. Madame Aubry a imposé ses lois sur les 35 heures en 1998 et celles de janvier 2000 concernant les cadres, particulièrement, la création en particulier du forfait en jour. Je vais vous prendre un autre exemple qui relève d'un gouvernement de droite, mais qui est aussi révélateur de la difficulté que l'on a quand on légifère en permanence dans l'urgence et sous le coup de l'émotion. Le fameux lundi de Pentecôte avec la journée de solidarité suite à la canicule de 2003. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de relations humaines. C'est une question d'établir un dialogue sur des bases. Il faut se connaître, il faut se respecter. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table
dans les relations avec nos interlocuteurs. Merci beaucoup pour votre intervention.